Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue donc à cette présentation sur Angular. Déjà, on va commencer par une petite question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait de l'Angular JS? Bravo, vous avez été courageux. J'espère pour vous que vous êtes plus sur ces projets. Aujourd'hui ensemble, on va essayer de retracer l'histoire d'Angular. C'est un framework qui a connu des hauts, des bas. Et beaucoup de refontes, beaucoup de révolutions, mais un framework qui est toujours là, un peu comme un rocher qui déboule suite à une idole mal déplacée. Moi, c'est Pierre Fervel, donc je suis développeur full stack AngularJS, Angular, pardon, excusez-moi, et Java chez Max.js. Je suis un passionné de Robert Zemeckis, de George Lucas, de Spielberg, en gros un bon gros produit des années 80. Allez, je vous propose, on enfile notre super chapeau d'archéologue et ensemble on va retracer l'histoire d'Angular. Angular c'est quoi? C'est un framework, c'est plus qu'un framework en fait, c'est 10 ans d'évolution, 10 ans de frustration. Et du coup là, c'est quoi le but de cette conf? C'est de vous présenter les grandes étapes de ces évolutions, de ces révolutions, comprendre les impacts que ça a pu avoir sur les applications Angular au fur et à mesure, et vous proposer à la fin quelques bonnes pratiques d'écriture, d'architecture Angular, pour avoir du code performant et maintenable pour les équipes avec qui vous travaillez et pour vous-même. Allez, on va faire un flashback. On va commencer par le début du début, l'époque où on faisait du JavaScript pur, du HTML pur, l'époque où on faisait des console logs, des alertes pour voir ce qui se passait dans notre code. Ouais, vous aussi vous faites toujours ça? Normal. Bon bref, c'est l'époque où on bricolait et on espérait surtout que ça marche. On est en 2009 et là le front à l'époque c'est la jungle. Il y a un super outil qui va arriver qui vous permet de manipuler le DOM, grâce à une petite faille de sécurité, mais ça c'est autre chose. Et ça vous permet de faire des trucs de fou. Très très vite, les développeurs adoptent le projet, ils s'éclatent, ils bricolent, ils empilent les scripts. À chaque fois, on fait F5, on prie pour que le DOM nous obéisse. Parfois, ça passe, souvent, ça casse. Mais au fur et à mesure, ça se passe pas trop mal. Puis on avance un peu, s'il veut bien. Et on arrive en 2010. Là, en 2010, on a un gars, Misko Evry chez Google, qui travaille sur une application interne à Google, Google Feedback. Et justement, il en a marre, ses fichiers sont extra lourds, le JS est incompréhensible, il est totalement frustré, et du coup, il va voir ses boss et il dit, moi j'ai un pari, vous me donnez 2 semaines, et en 2 semaines, je vous réécris un framework qui sera excellent. Et paf, en 2 semaines, il passe de 17 000 lignes de code à peine 1500 lignes. Il a fondé AngularJS. Là du coup c'est magique, chez Google tout le monde se dit on prend ce super framework, il y a du double binding, il y a des directives, il y a une architecture MVC, c'est le feu. Pour rappel, comment ça fonctionnait un peu à l'époque, donc vous avez votre MyApp, votre contrôleur, et vous avez le super $scope qui vous permet de faire plein de manipulations dans votre code. Très vite c'est de nouveau la galère. Le super rêve tourne au cauchemar, on a des $scopes partout, on a du code spaghetti, tout ça c'est hyper difficile à maintenir et les développeurs sont de nouveau frustrés. Et en 2016, Google décide de faire un truc radical, ils vont voir Misko, ils lui disent on t'a mis un nouveau copain, Igor Minard qui est juste là, et lui en fait il va prendre la direction de l'équipe et il va nous aider à faire Angular 2. Angular 2, qu'est-ce qu'ils font? On enlève le $scope, on enlève JavaScript, on passe à TypeScript, et là d'un coup, paf, c'est plus rapide, c'est plus propre, mais clairement aussi c'est plus complexe. Mais bon. Et du coup, avec Angular 2, il y a une autre grande révolution, c'est Zone.js. Zone.js, ça permet en fait de gérer tous vos changements d'état. Du coup, on n'a plus besoin du fameux $digest, pour ceux qui ont connu l'horreur de la chose.
Là, en fait, Zone.js, ça vous permet en fait directement de détecter donc du coup vos changements d'état grâce à Change Detection. Vous l'avez sûrement déjà vu quand vous faites du Angular. Vous avez Change Detection, on push, on pull. Et donc là, ça fait quoi en fait? Il va détecter en fait Zone.js tous vos événements asynchrones dans votre application. Vos clics, vos timers. Et la révolution par rapport à Dollar Digest, c'est surtout qu'en gros, il va recompiler que votre composant. Il ne va pas recompiler tout le fichier. Ce qui fait que mine de rien, ça gagne en rapidité. Et puis en plus, justement, on n'a plus à s'embêter à dire là je veux un Dollar Digest. Non, en fait Zone.js fait tout pour vous. Il y a un autre grosse chose qui arrive aussi, c'est Webpack. Webpack, en fait, c'est le bundler qui va devenir officiel chez Angular. Un bundler, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de compiler, minifier, regrouper vos fichiers JavaScript, TypeScript, vos assets, vos CSS, et d'en faire un code qui va pouvoir être interprété ensuite par votre navigateur quand vous allez l'envoyer en prod. En plus, Webpack, il est cool, il gère le code split, le lazy loading, tout ça on en parle plus loin. Et en plus, il est ultra configurable. Tout ça, c'est créé par Tobias Copper. Bon, Tobias Copper, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui avait déjà à l'époque créé, hop là, je suis perdu. Browserify qui était déjà un bundler à l'époque, et c'est aussi le gars qui à l'heure actuelle est sur TurboPack. TurboPack, c'est un nouveau bundler en Rust. Wink wink Alex. Bref, du coup, on a les bases, enfin, pour un framework qui marche. On avance un peu, on arrive du coup en 2017, et là, c'est l'époque, on a fait un gros reboot au départ, Angular et Google se disent, maintenant, on a trouvé notre rythme, on va améliorer nos perfs. Donc, du coup, ils développent ngModule. Alors, ngModule, c'est une grande révolution dans l'architecture d'Angular, parce que jusque-là, on ne l'avait pas. Ça permet, pour ceux qui connaissent Angular, en fait, de cibler plus facilement vos composants, vos pipes, vos services. Ça vous permet surtout d'organiser votre code, d'organiser votre architecture. Là, on peut le voir. En gros, vous avez un carte module qui contient votre carte component, common module qui est super pratique en Angular. Et du coup, l'avantage d'ngModule, justement, comme je vous disais, meilleure architecture, gain de perf, gain de lisibilité pour les développeurs. Top. On a le lazy loading dont je vous ai parlé très rapidement. Lazy loading, pour ceux qui ne font pas d'Angular ou qui ne connaîtraient pas un peu le terme, en gros, si je devais vous faire un peu une analogie, vous avez une grande bibliothèque, et dans votre bibliothèque, vous avez plusieurs rayons. Vous avez votre rayon science-fiction, votre rayon fantasy, votre rayon littérature française. Et du coup, vous savez que si vous voulez du Isaac Asimov, vous allez prendre votre livre dans le rayon science-fiction, et vous en fichez de ce qu'il y a dans le reste de la bibliothèque. Vous voulez lire Le Seigneur des Anneaux, vous savez que vous allez chercher Tolkien dans le rayon fantasy. Vous avez compris quoi. Et du coup, c'est ce que fait exactement Angular avec son lazy loading. En fait, avec le routeur, vous allez dire là j'ai mon path orders, et orders, il me permet d'aller chercher tout ce qui concerne orders module. Et tout le reste, dans l'immédiat, on s'en fichera. Carte, quand je suis sur quand je suis sur /carte dans mon application, je prends carte module et tout ce qui le concerne, et tout le reste, pareil, on s'en fiche. Et puis après, on utilise notre routing dans le module qui concerne, alors en l'occurrence, app routing module. On a déjà eu plein de grosses révolutions, mais une grande révolution aussi à l'époque, c'est les observables. Les observables, c'est un peu le saint graal des développeurs Angular en TypeScript. C'est en train de moins le devenir, mais ça, on en parlera plus tard. Mais en gros, ça permet de tout gérer dans votre application et surtout de vous débarrasser de tout ce qui est synchrone. Voilà, on n'a plus de promises, on utilise des observables. Et là, du coup, avec tout ça, vous pouvez chainer, annuler, transformer vos flux, les manipuler, tout comme vous voulez. Bref, un super pouvoir. Et puis on va pas se mentir, un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Donc, je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Donc, les observables, en fait, c'est importé par RxJS. RxJS, colonne vertébrale d'Angular à l'époque, pour le réactif.
Donc ça permet, comme je vous disais, de faire tout en asynchrone. Vous se débarrasser du côté synchrone, donc vous allez gérer vos événements HTTP, vos formulaires, tout va être géré via l'asynchronisme. Hop, et je vous ai mis deux petits exemples. Là, c'était à l'époque des promises, donc on est obligé d'attendre que notre promise nous ait répondu, et ensuite on va faire des choses éventuellement dedans. Avec AricJS, on s'en fiche, on prend, quand notre observable il nous aura répondu, là on fait avec le filter, on pourra récupérer l'utilisateur et on pourra éventuellement faire des choses. Bon là je vous ai mis un petit exemple, mais vous allez me dire, bah ouais, moi je vois bien voir ce que c'est que tes fameux opérateurs AricJS, pas de souci. Je vous en ai mis quelques-uns. Bon alors je vous ai pas mis l'intégralité des opérateurs AricJS, hein, sinon du coup dans 1 heure et demie on y est à peu près encore. Donc vous en avez quelques-uns que je vous ai mis que moi j'estime assez utiles. Vous avez le map, donc qui permet de transformer, remapper votre valeur d'observable. Le filter, qui comme on l'a vu juste avant, permet en fait de dire en fonction de mon prédicat, je continue mon chaining ou pas. Le switch map, qui va vous permettre en fait d'annuler ce qui se passait, d'annuler votre observable précédent, de récupérer ces données et ensuite de les traiter dans un nouvel observable. Le Devance Time, qui permet d'attendre un peu dans notre application. Le Combine Latest, vous allez prendre en fait plusieurs observables, vous allez en faire un tableau et à partir de là, quand tous vos observables auront donné une réponse, vous pouvez traiter votre flux. Catch error, c'est toujours bien de savoir se débrouiller avec nos erreurs. Et le tap, qui servira surtout, je vous le conseille, pour faire éventuellement des logs. Voilà, on évite de remanipuler des choses dans notre tap, ça peut parfois faire des choses pas foufou, et vous comprenez pas forcément pourquoi après, donc on s'en sert surtout pour faire des logs. Dernière grande révolution de l'époque, Angular Material. Alors, Angular Material, c'est pareil, une fois de plus, si je voulais vulgariser la chose, à cette époque-là, vous aviez un super outil qui s'appelait Bootstrap. Donc, voilà, je vous l'ai mis là, mais parce que c'est pas Bootstrap en fait. Angular, c'est comme Bootstrap, ça permet de faire de styliser les choses selon du material design, mais ça vous permet aussi Angular Material de faire, en fait, vos composants ont déjà toute leur logique derrière. Vous voulez un form control, votre form control il arrive avec toute sa logique. Vous voulez un tableau, il a déjà la possibilité d'être filtré, de pouvoir avoir plusieurs réactions en fonction de ce que vous faites dedans. En gros, toute la logique est déjà là et ça c'était un petit plus à l'époque par rapport à Bootstrap. Et donc du coup, je vous ai dit Material Design pour Angular. Fusion, hop, on a Angular Material. Bon, ils sont pas trop pris la tête. J'ai peut-être des gros connaisseurs qui vont me dire ouais mais là tu nous dis Angular Material c'est arrivé à partir de la version 4. Alors oui, Angular Material existait en version 2, mais c'était une grosse bêta. Ça fonctionnait pas toujours bien et du coup c'est vraiment en fait à partir d'Angular 4 qu'Angular Material a été adopté, donc on dit souvent que c'est à partir de là qu'on a Material. Là je vous ai mis une petite photo historique, c'est Material 5. Pour ceux qui utilisent Material à l'heure actuelle, vous voyez, on a un petit peu évolué, quoi, parce que là, on avait 6 composants. Maintenant, il y en a pas loin d'une grosse trentaine. Ça fait un petit moment que j'ai pas réutilisé Material, donc je vous dirais, j'ai peur de vous dire des bêtises, je revérifierai, mais je pense qu'on est entre 20 et 30. Dernière petite chose sur les quelques grosses évolutions qu'ont parcouru Angular à l'époque, qui ont été parcourues sur Angular. Du coup, en Angular 4, on a amélioré les gardes et les résolvers. Donc, c'est pareil, les gardes et les résolvers, en fait, ce sont des petits, ce sont des gardiens, comme leur nom le porte, qui vous permettent en fait de dire à la personne qui se connecte, par exemple tout à l'heure, si elle va sur /orders mais qu'elle n'a pas les droits, on lui interdit et on la renvoie sur une page différente. En Angular 5, on a les PWA, les Progressive Web App. Alors c'est un truc qui se faisait beaucoup et c'était un peu une folie à l'époque. En gros, vous prenez votre site internet, vous le mettez sur votre téléphone et en fait, grâce au système du Progressive Web App, en fait, vous pouvez aussi utiliser les technologies de votre téléphone. C'est-à-dire l'application, en fait, le site application vous permet en fait de faire des notifications push, d'utiliser éventuellement l'appareil photo, tout ce genre de choses. En 6, on a un truc qui n'intéresse pas toujours les gens, mais moi à mon niveau qui m'intéresse beaucoup, on peut faire des tests unitaires. Et en 7, on a l'énorme révolution à l'époque qui est
ng update. ng update, ça vous permet quoi? En fait, ça va vous permettre de faire toutes vos évolutions au fur et à mesure sur Angular en disant bah, je veux passer de ma Angular 7 à ma Angular 8, et bah, je ferai un ng update Angular et il va gérer l'update de mon Angular, l'update de ma CLI, l'update de toutes les dépendances que j'ai utilisées dans mon package JSON, afin que tout ça en fait puisse fonctionner de nouveau dans la nouvelle version. Avant, il fallait tout faire à la main, c'était un peu fastidieux. Et d'ailleurs, c'est aussi cette époque-là que Angular propose un site dédié à ça, où ils vous disent même, pour vous aider, bah écoute, fais ça, puis ça, dans l'ordre et en fonction de ce que vous avez, vous, parce que du coup, vous pouvez dire, bah oui, mais moi, j'utilise Material, moi, j'utilise telle dépendance, et du coup, en plus, ils vous aident. On continue à avancer un petit peu jusqu'en 2020. Donc 2020, c'est l'ère Ivy. C'est l'ère où en fait les développeurs commencent à se dire bon allez, tout ça c'était pas React, mais clairement on a un framework qui commence à sacrément ressembler à quelque chose. Vas-y, on continue de l'utiliser et on lui donne à 100% sa chance. Bon, Ivy, voilà, c'est l'histoire d'une biologiste qui est fan de... Non, pardon, excusez-moi. Non, Ivy, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le personnage de Batman, c'est le nom en fait qui a été donné en fait au moteur de rendu, et c'est un moteur à l'époque qui va tout changer au sein d'Angular. En gros, bah, comme je vous ai mis là, je vous ai mis deux, hop, je vous ai mis un petit comparatif. En gros, en rouge, c'était avant Ivy, donc en Angular 8, etc. Et après Ivy. Bon, la taille des bundles, elle n'est pas forcément parce qu'on est sur des petits trucs, mais au niveau du temps de chargement, quand vous travaillez en local et quand vous vous déployez, on gagne énormément de temps en fait, et puis on a gagné quasiment 30 à 40%. Pourquoi on a gagné 30 à 40%? Bah, en fait, parce qu'à l'époque, Ivy, il fait un, comme je vous disais, comme c'est révolutionnaire, en fait, il a introduit le principe du tree shaking. Le tree shaking, c'est quoi? C'est une super technologie. En fait, bah, Ivy va passer à travers votre code et il va dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ce if, il n'est pas utilisé, on s'en fout, on passe à la suite. Et puis en plus, petite cerise sur le gâteau à l'époque, je vous explique juste après un peu plus en détail le tree shaking, vous en faites pas. Petite cerise sur le gâteau à l'époque, en fait Ivy il est compatible avec Angular 9, mais il est rétro-compatible aussi. En gros, bah, vous avez un super petit outil que vous pouvez envoyer sur vos versions précédentes, et c'est même pas un Gremlin, parce que ça casse rien au niveau du moteur. Vous avez compris? Gremlin moteur. C'est quoi le tree shaking? Bah, concrètement, voilà. Donc vous avez votre librairie qui s'appelle BigLib. Je vais avoir mon Ivy qui va passer avec Terser dedans. Hop, il va dire, bah là, dans ton dossier core, util.js, tu l'utilises dans ton application, je te le garde. Helper.js, tu l'utilises pas, allez, ça vire. Components, tu utilises ton button.js, je te le garde. Le tooltip, t'en as jamais eu l'utilité, ça sert à rien que je te l'envoie. Et puis vous avez compris, tac tac tac, on descend. Ce qui fait que ça vous fait un petit bundle à la fin qui est là pour le coup 50% plus petit. Alors bien sûr, hein, d'habitude quand on utilise des choses, on essaie de les utiliser. Mais c'est surtout pour vous illustrer les choses. Et puis bah, vous avez la même chose, en fait il fait pas que l'architecture, il descend jusque dans le code comme je vous le disais. Là vous avez votre fichier qui était, voilà, il y avait deux fonctions, useful function et unused function. Bon, je me suis pas embêté pour les noms. Hein. Bah, vous gardez votre useful function après, et du coup, paf, on est beaucoup plus petit, on a gagné de la place, et du coup, c'est tout petit à la fin. En parallèle de toute cette époque, Angular, Google se disent, bah voilà, il y a TypeScript qui évolue, on s'est basé sur TypeScript, donc bien sûr, ils font évoluer leur compatibilité avec TypeScript. On continue à avancer. On est en 2022. Et alors là, c'est l'époque où du coup, on va rentrer vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'ère moderne, donc un retour vers le futur de ce que l'on voudrait. C'est donc une époque avec une recherche de flexibilité chez Angular, une architecture beaucoup plus modulaire, beaucoup plus maintenable, avec on essaie encore un peu plus d'augmenter nos performances. Bon, pour ceux qui connaissent Angular, vous l'avez compris, on va parler de standalone, de Federation Plugin Module, et de signals, et toutes ces folies. Allez, on y va. Alors, justement, c'est l'époque où Angular se dit, ng modules, c'était top,
mais on va essayer de s'en dédouaner parce que ça rend tout ça hyper complexe et hyper lourd. Et du coup, ils font quoi? Ils introduisent les standalone components. Donc à partir de la version 15, vous pouvez mettre standalone true et ça vous rend votre petit composant standalone. Qu'est-ce qui se passe par rapport à un module classique? En fait, tout à l'heure, là où je vous aviez, je ne sais pas si vous vous rappelez dans NG-Module, on faisait des imports, des providers, etc. Et bien tout ça, ça se fait dans votre component. Ce qui fait que, hop, vous n'avez plus à vous embêter à utiliser des modules. Bon, ça, c'est la beauté de la chose. Dans la réalité, il y a encore beaucoup de moments où on a besoin des modules, donc on les garde quand même. On les garde surtout d'ailleurs pour le routing. Là, je vous l'ai mis. Vous avez par exemple la base de mon application. Donc là, c'est une petite architecture que je vous ai fait pour éventuellement une application e-commerce. Donc vous avez le app component qui va être utilisé dans l'app routing module. Et le routing module, lui, après, il va permettre d'accéder éventuellement à votre zone product, qui aura un product routing module. Mais par contre, derrière, vous voyez, vous avez juste des components, des pipes, des services. Vous allez avoir la même chose ici avec la partie orders. Hop, petite chose en plus, du coup, à l'époque, on avait un app module. Du coup, tout ce qui se passait dans l'app module, on essaie de le ramener dans le main.ts à partir de ces versions-là. Ce qui fait que c'est pareil, on gagne encore de la place, on gagne encore de la lisibilité. Et on retrouve toujours notre petit Webpack. Webpack qui va pas tarder dans les versions suivantes à être remplacé par un autre bundler qui s'appelle Vite. Bon, je vous ai parlé du module Federation, vous allez me dire, ouais, bah, t'es bien sympa, c'est quoi exactement? Bah, le module Federation, en fait, c'est tout bête. C'est un système qui va vous permettre de dire, il va vous permettre d'éviter de vous embêter à réécrire du code que vous avez déjà utilisé quelque part. En gros, il est capable, au sein de votre application, de retrouver vos composants, mais il est capable aussi, dans un workspace Angular, de récupérer vos composants à travers les différentes parties d'application. Et voilà, du coup, on gagne du temps. On s'embête pas à créer des modules ou des librairies pour rien. On a moins de duplication, moins de recompilation, un couplage beaucoup moins fort avec tout ce qu'on a dans notre application. Du coup, blam, ça va plus vite, c'est plus modulaire. On a répondu à la question de l'ère moderne. Petite chose, bah ouais, on avait Zone.js, c'était super, mais Zone.js, finalement, c'était un peu aussi lourd dans l'application à utiliser. Parce que Zone.js, c'est une librairie, mais elle détecte les changements de mon composant. Mais mon composant, des fois, il est gros, il fait la moitié de ma page. Du coup, si je reload tout, je perds un peu de temps. Et puis en plus, voilà, avec le change detection, des fois on est obligé de forcer quand même le change detection. Le fameux tout se passe trop bien sans moi, c'est pas si vrai que ça. Et du coup, c'est vite complexe à débugger et ça coûte beaucoup. C'est là que du coup, justement, en Angular 16, on a les signaux qui apparaissent. Et les signaux, c'est donc le state tracking. Le state tracking, je vous renvoie, je ne sais pas s'il est là parmi nous aujourd'hui, mais sinon à la conférence de Esteban, je ne le vois pas. Voilà, qui a fait une conférence mercredi sur les signaux. Si jamais vous n'avez pas l'occasion, allez le voir sur YouTube, c'est une super conférence. Et voilà, donc les signaux, ça s'inspire du coup de Solid. Et en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ça permet de dire, juste, on recompile la partie du DOM qu'on peut concerner. On s'embête plus à recomposer tous nos composants, on fait juste notre DOM. Ce qui fait que du coup, forcément, les performances, elles augmentent. On a moins de choses qui apparaissent comme par magie. Et en plus, méga bonus, on peut même dire à Angular, moi je suis 100% sûr de ne pas avoir besoin de Zone.js, tu ne me l'utilises pas. Bon, je vous ai posé pas mal de petits concepts là. Je pense que peut-être, ou en tout cas j'espère pas, mais peut-être j'ai endormi des gens. Donc du coup, pas de panique, on va se faire un petit résumé. Allez, je vous propose une petite timeline pour 1, 2, 3, récapituler tout ce qu'on a fait. Donc, en 2010, on a AngularJS qui vient révolutionner tout le principe. C'est pas à l'échelle, hein. Sinon ça prenait tout le truc, je sortais, c'était illisible. En 2016, on est en Angular 2, voilà, on vire le scope, on fait du TypeScript. Angular 4, on a NG-Module, lazy loading. Angular 6 et 7, on avance tranquillement. Angular 8, il ne se passe pas grand chose. Angular 9, on passe à Ivy. Angular
10, 11, 12, on fait des améliorations de perf. Je vous les ai pas mis, c'était pas intéressant. 2022, Angular 13. Hop, là on veut dire le Vue Engine. Angular 15-16 en 2023, les fameux standalone. Angular 17-18, vite, un nouveau bundler qui va, vous l'avez compris, plus vite, et qui remplace Webpack, et l'arrivée des signaux, et tout ce qui va avec plus tard ensuite en 19-20 avec les Link Signals. Allez, histoire de vous réveiller un petit peu plus aussi, petite anecdote impromptue. Savez-vous pourquoi Angular s'appelle Angular? Eh bien parce que on a des chevrons angulaires, voilà. Ouais, ouais bah c'est... C'est la vraie explication de Misco. Hein. Et bon, et puis en plus, voilà, comme chez Google, ils aiment bien rappeler que c'est leur technologie. Ils ont rajouté des petits ng tirés partout ou ng quelque chose. Comme ça, au moins, on savait qu'on fait de l'Angular si vous l'aviez pas compris quand vous avez lancé votre framework. Ils voulaient être vraiment sûrs. J'espère que c'est lisible. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est la seule qui est pas hyper lisible. Je vais vous demander de me faire confiance. En gros, là, je vous ai mis un petit récapitulatif de qu'est-ce que... En gros, pour vous montrer un peu, tant en termes d'écriture, de verbosité et d'architecture, comment ça avait évolué, en fait, et à quel point maintenant, c'est vraiment de plus en plus agréable de faire de l'Angular. Voilà, vous aviez l'AngularJS, tout était dans un seul fichier, éventuellement plusieurs, mais voilà, vous aviez tout votre composant, tout le style, tout, c'était illisible. Donc vous comprenez très vite aussi pourquoi ça donnait des choses très très compliquées à maintenir. Voilà, après du coup donc il y a eu Angular 2, Angular 4 avec leurs modules et leurs composants. Donc déjà bah, effectivement un peu plus de facilité à lire. On a une structure carrément plus simple. Faut savoir que du coup à l'époque ça a permis de gagner à peu près 30 à 40% de productivité en fait chez les développeurs. Parce que bah, du coup code plus lisible, code plus facile à architecturer, bah, plus facile à maintenir, plus facile à écrire. Et l'Angular moderne, là, du coup, c'est pareil. On estime à peu près aller à 30% le gain de productivité par rapport aux versions précédentes, justement du fait qu'on ait moins de verbosité, une fois de plus, qu'on ait moins de composants et de modules. Et puis bah, en plus, les signaux, voilà, on en parle, on y arrive, vous en faites pas. S'il y a des gens qui ne connaissent pas l'op, non, j'ai oublié, je l'ai enlevé. Je me suis... hop, bon bref, comme je vous disais, tout ça, ça vous donne un code beaucoup plus robuste, beaucoup moins verbeux, et donc un framework hyper agréable, hyper ergonomique et réactif à utiliser. J'espère que je vous convainc jusque-là, parce qu'à partir de maintenant, en fait, je vous explique plus l'histoire, on rentre dans le dur. Allez, on est parti. Bon, j'ai laissé mon fouet sur le stand parce que je me suis dit que sinon j'allais faire des morts. On va aborder voilà, un peu tout ce qui est bonne pratique d'Angular. En tout cas, ce que, à mon niveau, j'estime comme des bonnes pratiques en Angular. Première chose, une des grandes forces d'Angular, l'injection de dépendance. S'il y a des gens, je suppose dans la salle, il y en a, enfin, je suis sûr qu'il y en a au moins un, qui font du React, du Vue, du Svelte. Bah voilà, pour faire de l'injection de dépendance dans tous ces frameworks-là, en tout cas de ce que moi j'en connais, hein, je suis ouvert après à la discussion pour... Il faut vachement bricoler en fait, avec des contextes, des props, des hooks, pour pouvoir faire votre injection de dépendance. En fait, tout ça dans Angular, ça arrive directement in the box. Hop, vous avez votre système qui est complètement typé, qui est puissant, et en plus, qui est hyper facile à tester grâce à Mock Builder. Comment ça fonctionne? Bah, vous avez votre décorateur injectable qui vous permet de créer justement donc, un service injectable. Parlez tous anglais. J'essaye d'où. Et du coup, dans votre composant, vous avez juste à faire. Alors là, je vous ai mis une version un peu moderne, entre guillemets, de l'injection. Donc vous pouvez l'injecter donc, comme ça, soit avec le mot-clé inject d'Angular Core, soit avec, du coup, dans le constructeur. Voilà, les deux se valent. Avant, on avait un @inject aussi, qui a disparu du coup sur les nouvelles versions.
Les formulaires typés, ça c'est pareil, c'est une chose que moi j'estime une grande force d'Angular. Donc en gros, bah, vous montez votre petite interface. Donc là j'ai un utilisateur qui a un nom, pardon, ça semble logique c'est une string, un email, pareil ça semble logique c'est une string, et un âge. Et donc mon petit utilisateur, bah, du coup, je veux le renseigner dans mon application avec un formulaire. Donc j'utilise FormGroup, qui est donc du coup l'interface qui contient mon formulaire en Angular. Alors soit je l'initialise dès le début, après mon user form group, soit je le fais dans le constructeur. Et dans mon constructeur, je vais dire, et ben justement, donc j'utilise le form builder. Donc form builder, c'est ce qui permet de créer des formulaires en Angular. Et je lui dis, bah voilà, donc mon formulaire, il va avoir un nom, un email, un âge, tout ça, comme je l'ai relié juste en dessous avec mon form group user, de type user, et bah tout ça c'est en autocomplétion. C'est pratique, mon IDE en fait il me dit direct, il me dit bah oui t'as un nom, un email, un âge. Et en plus il est même capable de me dire éventuellement les valeurs par défaut. Là de me dire que ma string par défaut bah elle est vide. Pareil, que là j'ai un email donc du coup je peux utiliser validators email, etc. Et autre petite force extra cool, bah derrière quand je récupère au submit mon formulaire, et bah sa value elle est déjà de type user. Donc je peux faire un user data de type user qui vaut ma value et l'utiliser comme je veux dans mon application. Les fameux standalone, donc là je vous ai mis une version 14, faut savoir qu'à partir de la 17-18, j'ai un tout petit doute. En tout cas, voilà, 17-18, on va se dire, 17 plus, le standalone est plus obligatoire. En gros, là, il fallait à l'époque le préciser, puisqu'on était sur une période hybride. Maintenant, par défaut, vos composants sont standalone. Et puis donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, comment ça fonctionne. On peut faire tous nos imports directement dans notre composant, éventuellement nos providers, etc. Et du coup, on gagne beaucoup de place, beaucoup de verbosité. Les Structural Control Flow Syntax. Voilà, vous avez vu ce bel accent, tu vas dire rien. À l'époque, fini les directives, pas de NG. Voilà. Donc là, en fait, jusqu'à Angular 14, on faisait. Bah, ils arrivent en bêta dans l'Angular 14, mais jusqu'à Angular 14, on avait l'habitude surtout de faire des étoiles ngIf pour faire du conditionnel dans notre template. Donc je sais pas s'il y a des gros utilisateurs d'Angular, mais vous voyez sûrement ce que c'est. Voilà, j'ai mon observable qui arrive en plus sur lequel je fais un pipe async. Et mon observable, je lui dis bah quand mon utilisateur sera logged, tu m'affiches ça. Point virgule else. Là, je fais appel à un ng template. Du coup, je fais une référence sur un truc qui est parfois tout au bas de l'application, qui se balade. Bon, bref, très vite, c'est pareil, c'est un foutoir. Le ng-for, bon là, lui, il marche un peu plus logiquement. Et le ng-switch, c'est parce que voilà, on s'est dit, tiens, vas-y, on est fou, on fait des switch cases directement dans notre template. Bon, bah, tout ça, hop, adieu, bisous. Maintenant, on utilise nos structural control flow syntax. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. Celui avec le @if qui va remplacer notre ngIf et notre ng-switch. Donc là, je dis, bah, donc les utilisateurs de React, Vue, tout ça, vous connaissez. Voilà, on vous a piqué des trucs. Si mon utilisateur est logué, et bah du coup j'affiche mon utilisateur avec son nom. Sinon, je lui affiche veuillez vous connecter. Ce qui fait qu'en termes de lisibilité pour les développeurs, c'est beaucoup plus simple parce que tout est au même endroit. Il n'y a pas à se dire je vais chercher où se place mon bloc else. Le for, bah du coup là en fait ça a été surtout un gain de place visuelle. Parce que sinon c'est à peu près la même utilisation que le ng for. On fait un let vu qu'on est dans un for. Notre item qui dépend de nos items. On rajoute un tracker pour permettre, en fait, justement, c'est dans le cas où notre liste est très très longue, à Angular de faire pareil, du lazy loading de nos infos et de mieux les retrouver. Et là, on affiche notre nom. Le dernier petit venu en Angular 20, c'est le let. Let, c'est une folie. Ça vous permet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ceux qui font pareil du Angular. Des fois, en fait, vous faisiez des ngIf. Voilà, je fais plein de choses et j'invente comment ça s'appelle j'invente une variable qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai défini dans dans mon TypeScript. Et du coup, avec ça, je peux l'utiliser pour faire des trucs complètement magiques. Bon, bah, justement, c'est hyper bancal. Maintenant, concrètement, vous créez votre variable directement et vous lui appliquez ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, le jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et donc nous sommes aujourd'hui.
On est tous d'accord? Merci. Allez, on arrive. Du coup, je vous les ai vachement teasés. Du coup, aux signaux. Alors les signaux, c'est la grande révolution sur Angular. Donc c'est inspiré de Solid et de ce qui se fait sur Solid et Svelte. En gros, bah voilà, l'idée c'était de rendre tous nos composants plus faciles, plus prédictibles. Donc première chose déjà, bah, ça a permis, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous montre avec les mains, ça sert à rien. Hop, de directement entre guillemets refaire dans le DOM que ce qui nous intéresse. Là en fait, quand vous allez appuyer sur votre increment, sur votre bouton increment, en fait, il va recompiler que quand. Bon, là, sur un fichier de 2 lignes, ça ne donne rien, mais quand vous avez un template qui fait à peu près une 70, 80, voire plus, on gagne quand même pas mal. Et deuxième chose surtout, bah, en fait, ça a permis de se débarrasser des décorateurs input, output et viewChild. Comment? Bah, tout simplement, en fait, Angular, ils se sont dit, on va quand même pas perdre nos développeurs comme à chaque fois jusqu'au bout. Bah, notre @input, ça devient input dans signaux. Notre @output, ça devient output. Hop, c'est magique. Bon, et en fait, si vous regardez concrètement, ça fait exactement la même chose. Hein. C'est juste là, on fait 1.7. Mais, du coup, ça permet aussi justement de mieux gérer la réactivité de votre application. Petite chose en plus, je vous l'ai pas mis là, mais du coup, c'est les signaux aussi. L'intérêt, c'est que ça va permettre au fur et à mesure à tous les développeurs de se dédouaner un peu d'RxJS. RxJS, c'est génial de mon point de vue. Ça permet de faire plein de choses. Mais c'est une courbe d'apprentissage qui peut très vite faire peur. Quand vous êtes nouveau développeur, vous débarquez et on vous dit tiens regarde c'est RxJS, regarde tu fais un pipe, là tu maps, et puis derrière tu switch map, et puis là tu filters, et puis en plus tu peux faire un partition avant. Bon bref, je m'emporte. Du coup, bon bah le développeur qui arrive là-dedans, il pleure. En plus, petite histoire, je l'ai vécu. Et bah du coup avec les signaux, c'est pratique puisque du coup on n'a plus besoin de s'embêter à souscrire, on peut faire ce qu'on veut. En plus les signaux, si éventuellement on veut absolument faire du RxJS, on peut les transformer on peut les transformer en observables parce que du coup un signaux est un observable. Mais là, je rentre trop dans les détails, on en parlera plus tard en aparté si vous voulez. Bref, et puis surtout aussi, bah, la grande force du coup des signaux, c'est que c'est intégré directement au on-push grâce à Signal Store. Et du coup, on a un change detection qui est beaucoup plus optimisé, beaucoup plus prédictible. On a les sharing signals, mais du coup, si ça va. Ouais, alors les sharing signals, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est pareil, c'est une évolution. En vrai, c'est même une révolution, moi je dirais. On a voilà, là par exemple, on va créer un signal qui est du coup, est-ce que mon utilisateur il est authentifié et dans le cas où il est authentifié, c'est quoi son user? Avec une fonction dans notre petit fichier user state qui est login et là je set bah, du coup ouais je suis bien authentifié et mon user et logout bah, je suis plus authentifié, j'ai plus personne. Et en fait la force de ça, hop, non, bon, bah, je pensais que j'avais mis des fragments, hop. Là, vous avez, du coup, au moment où vous allez vous connecter, et ben, vous allez pouvoir savoir directement, en fait, vous allez pouvoir faire appel via votre signal que vous utilisez là à votre user qui est contenu hop, dedans. Mais bon, jusque-là, rien de foufou, mais c'est surtout là, cette partie-là qui nous intéresse et que j'aurais dû mettre en lumière. En fait, on peut faire appel à logout et login. Et en fait, quand vous utilisez user of signal, et ben, du coup, Angular est capable de savoir que vous faites appel à votre login ici et votre logout ici. Une fois de plus, gain de place, gain d'écriture, facilité, tout est cool. Après, facilité, je sais pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, mais elle vient d'où cette fonction? Hop, le differ. Alors, differ, c'est c'est pareil, c'est dans les grandes révolutions qui arrivent en Angular 16. Voilà, je sais pas si des fois quand vous êtes arrivé sur vos projets, alors peut-être même justement sur des projets React, Vue, Svelte, pour le coup là je parle à l'hypothétique parce que moi j'en ai pas fait en professionnel, mais on vous dit oh là là, t'as fait un set timeout, mais fais jamais ce truc-là, c'est complètement malade. Tu vas tout nous péter et en plus ça envoie tout dans un bordel complètement monde dans le stack. Tu vas nous exploser l'appli. Bon bah du coup en fait RxJS ils se sont dit bah ok cette timeout c'est pas ouf. Devance time ça permet pas de faire tout ce qu'on veut. On va apporter differ.
Et differ, il fait quoi? Eh ben en fait, il va retarder, différer, pareil, hein, je traduis, excusez-moi, différer l'affichage ou le chargement de blocs que vous voulez faire jusqu'à ce que, en fait, votre prédicat, votre observable que vous avez calé vous réponde. Bon, là, je vous ai mis un petit exemple, tout bête, hein. Bon, alors j'ai triché dans le truc parce que justement, là, en fait, je fais un set timeout, hein, concrètement, mais via differ, donc je casse pas la réactivité. Je lui dis, bah, dans 2 secondes, tu m'affiches données récupérées. Ça, c'est mon observable qui vient de mon service. Et du coup, bah, après, quand j'importe mon observable dans mon service, je lui fais un differ de this fetch data. Et quand fetch data m'aura répondu, je mettrai pour ma data ici dans mon template mon résultat. Voilà. Bon bah du coup ouais, donc ce que je vous disais, ouais, c'est en fait la grande force, c'est justement comme c'est dans RxJS, on reste dans une logique de réactivité et donc on casse pas avec cette timeout notre application. Allez, petite conclusion, j'ai été super vite, on aura plein de temps pour le question. Je vous propose quoi en conclusion? Je vous propose de faire le tour un peu de concrètement comment en fait l'évolution d'Angular a influé déjà la taille de l'équipe à l'époque chez Google, comment ça a influé les projets chez les développeurs, et puis de là de vous expliquer un peu moi ce que je ressens par rapport à Angular. Du coup donc, mais il faut que j'arrête de montrer avec cette main. AngularJS, c'était donc en 2009 quand on l'a vu avec Misco. À l'époque ils sont 3 devs. Bon, au départ, il est tout seul hein, pendant 15 jours, mais ensuite, quand il a fait ses preuves, on lui file 2 devs. Bon, bah à l'époque, ça prend tranquillement, ça va augmenter au fur et à mesure, hein, parce que mine de rien, c'est pas quelques centaines à la fin quand on arrive vers 2015, mais voilà. Bon, les gens se disent, ouais, c'est sympa, on essaye. Bon, il y a plein d'autres qui partent sur Backbone, etc. C'est un peu la bataille à l'époque des frameworks. 2016-2020, on a du coup les versions qui vont de 2 à 9. La taille chez Google, elle augmente progressivement de 20 à 50 personnes. Là, on commence à voir que vraiment, vu que ça se stabilise, en plus il y a Ivy qui va arriver, bah, il y a beaucoup plus d'adoption, hein. On va passer au fur et à mesure de 50 à 300 000 dépôts Angular qui vont être créés sur les différents GitHub, GitLab, etc. 2021-2023, bon, on passe des versions 10 à 16. Là, l'équipe chez Angular explose. On cale 80 à 100 personnes. Là, on estime qu'il y a à peu près 400 000 dépôts par an à l'époque et environ 2,9 millions de sites maintenus. Bah ouais, parce que tout cela, en fait, ils évoluent, hein. Ils sont toujours là. Donc voilà, c'est en plus, il y a l'époque des micro front-end, des microservices, tout ça. Bah, vous l'avez tous vécu cette époque-là. En plus, on a les signaux là maintenant qui arrivent. 2024, 2025 aujourd'hui, du coup, l'équipe chez Google bouge pas trop parce qu'ils ont trouvé leur vitesse de croisière. On est quand même maintenant à peu près estimé à 700 000 dépôts par an et on a environ 2,5 millions de downloads de Angular par semaine, ils estiment chez Google. Donc c'est quand même pas déconnant. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que concrètement, Angular... je sais, quand on regarde souvent tous les trucs sur sur le blog du modérateur, sur tous les comment on s'appelle sur Corben, etc. On vous dit ouais, Angular est en train de se faire dépasser par React, Angular redépasse React, tout ça, ça change tout le temps. En gros, clairement, effectivement, il fait partie du trio de tête. Il est toujours autant utilisé dans l'industrie. Et voilà, moi je pense, et quand on voit aussi que chez Google, ils continuent à faire beaucoup d'évolutions, qu'Angular est toujours là, qui va rester bien solide comme un roche, comme un roc, voilà. Vous avez vu la référence? Non, j'espère pas. Ouais, des années 80, mais là plus loin. Bref, Angular a un avenir prometteur. Voilà, est-ce que du coup, justement, est-ce qu'on verra vraiment un abandon à 100% de Zone.js? J'y crois. Est-ce qu'on verra un abandon 100% de RxJS avec les signaux? J'y crois pas.
Parce que bon, comme on l'a vu, ça reste quand même super utile. Est-ce qu'on aura bientôt un framework superbe qui s'appellera Anguract ou Reactular? Bon, pourquoi pas. J'y crois pas trop non plus. Bon, bref, en gros, vous l'avez compris, je pense qu'Angular est là et qu'il n'est pas prêt de bouger. Allez, c'est la fin de notre petit voyage à travers le temps d'Angular. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette aventure de 45 minutes autant que moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, je vous ai mis l'open feedback si vous voulez faire des retours. Du coup, je vous ai mis ici un lien où vous pourrez retrouver mon LinkedIn et surtout le lien de la présentation si vous voulez. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, moi je suis développeur full stack Angular Java chez Max Digital Service que je remercie énormément parce que sans eux, bah, j'aurais pas pu faire cette présentation aujourd'hui. J'en profite au passage pour remercier les bénévoles, du coup toute l'organisation aussi du Brestcamp sans qui c'est pareil, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'en finirai par vous remercier vous. Merci beaucoup. Je prends une demi-question. Non, allez-y. C'était une blague, hein. Vraiment, je prends des questions si. Hein. Merci pour la présentation. Bon. Oui? Non, on m'entend pas? Non, ça part de... Ah si, si, si. Si, je crois que c'est bon. D'accord, l'IA m'entend, mais pas les gens. C'est pas grave. Donc c'est une question un peu naïve, parce que c'est un univers de dev que je connais pas du tout. J'ai beaucoup entendu, surtout au début d'Angular, que avec toutes les évolutions qu'il y avait, quand on passait un projet d'une version à une autre, il y avait beaucoup à repasser sur le code, réécrire des trucs, parce qu'il y avait beaucoup de changements cassants. Aujourd'hui, vu qu'on est bientôt à une version 20, qu'en est-il de la rétrocompatibilité? Est-ce qu'on peut, au cours de la vie d'un projet, sur plusieurs années par exemple, changer de version d'Angular sans trop avoir à repasser le balai partout, parce que j'ai l'impression que l'enrichissement en fonctionnalité crée des points de friction sur l'évolution d'une appli qu'on développe. Ouais, très bonne question. Et puis merci pour les remerciements. Du coup, en fait, la réponse que je ferais assez par rapport à ça, déjà, elle est assez. En gros, il faut jamais s'empêcher de. Déjà sur un projet Angular, de limiter ce que j'appellerais la dette technique. En fait, il faut déjà la meilleure chose, c'est de suivre à chaque update. Justement, à partir de la 7, on a NG Update et en plus on a le How to Update d'Angular qui va pas mal en fait permettre de guider dans les updates. Et ce qui fait que si tu suis en gros, à part les moments où tu vas avoir des gros breaking change et t'as pas, genre je sais pas, t'avais un Angular 7 et tu veux le passer en Angular 20, ouais là clairement tu vas en chier. T'as ton Angular 17, tu veux le passer en Angular 20, en gros, alors par précaution, je te conseille de faire 17, 18, 19, 20. Ça sera mieux, ça évitera. Mais en gros, justement, NG Update va faire quasiment 90-95% du travail pour toi. Même justement, il y a autre chose, par exemple, c'est Angular Material. Angular Material, en fait, ils ont fait des évolutions dans leur version au fur et à mesure. Et même là, le NG Update en fait faisait l'update d'Angular Material pour toi, te mettait des passages où il faisait des liens en fait pour dire là ça ok c'est l'ancienne version, du coup pour l'instant je te l'affiche, mais je te l'affiche avec des nouveaux visuels, etc. Donc en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout quand il y a des choses qui vont passer en deprecated, là tu n'auras pas le choix. Mais après, ça c'est la vie de n'importe quel framework. Mais franchement, c'est assez painless quand tu fais un update. Alors oui, tu auras toujours des choses compliquées, mais si tu es assez, on va dire, pas attentif, mais assidu sur tes montées de version, franchement, allez, ouais, 95% du temps, ça se passe super bien. Ouais, sinon tu réinstalles et puis voilà, et puis tu fais du copier-coller et tu t'éclates. Il y a d'autres questions? Ouais.
Ouais, bah PrimeNG, ouais. Ouais, mais ouais, bah ouais, parce que PrimeNG est moins. En fait, ils ont fait des super trucs, ils font des superbes composants qui sont vraiment, en termes de qualité, de design et tout, sont top. Mais ils sont pas aussi bien associés en fait à Angular que Material, et du coup, bah en fait, dans le NG Update, c'est pas forcément pris en compte. Ouais. Je connais. D'autres questions? Ah, le son est revenu. Ah ben, je sais pas, vous avez entendu toutes les explications avant ou c'était vraiment pas clair? Ouais. En gros, donc la question qu'il y avait eu, et puis comme ça en plus c'est cool, ça va me gagner 2 minutes. C'était est-ce que c'est compliqué parce que justement effectivement ça ah bah si c'est toujours là. Est-ce que c'est compliqué de voir Angular en fait disparaître pardon, est-ce que c'est compliqué de faire monter vos versions sur Angular? Ouais, Angular ça disparaît. C'est compliqué de faire vos montées de version. Voilà. Et ce que je disais, en fait, grâce à NG Update, tant que vous êtes assez assidu, ça va. Il faut éviter de faire des montées de version où vous avez laissé votre Angular en 7, 8, 9 et vous voulez le passer directement en 20. Là, forcément, vous aurez des problèmes avec toutes les déprécations qu'il y a eu au fur et à mesure. Mais si vous êtes assidu, en fait, c'est jamais un souci parce que justement, NG Update est très actif, est très utile. Et après, effectivement, donc, comme était soulevé juste là, PrimeNG, par contre, qui est moins associé à Angular, là, ça peut parfois être un peu plus compliqué. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On a 3 minutes encore. Ouais. Mais en fait, je m'entends vachement. Ça a marché tout le long. Je suis désolé s'il y a des gens qui ont, du coup, peut-être pas beaucoup entendu pendant la presse. Du coup, tu m'entends? Oui, super, Ouais. ça marche. Merci pour la presse déjà, c'était super. Si j'ai une question sur les signaux, tu parlais tout à l'heure RxJS et les signaux, et Ouais. peut-être même tu n'en as pas parlé, mais du NGRX à côté en même temps. Ouais. Toi, dans ton projet, est-ce que tu parlais de la vocation de potentiellement remplacer RxJS par les signaux? Est-ce que tu penses que c'est compatible de fonctionner les deux en même temps, ou avec du NGRX à côté, ou plutôt de partir sur l'un ou l'autre? Alors, après NGRX, j'aurais un point de vue un peu plus tranchant, parce que pour moi, justement, NGRX, obsolète, ça va être violent, mais en tout cas, va être moins utilisé grâce aux signaux. Ouais. Après, c'est un peu ce que je disais vite fait. Pour moi, en gros, ça permet surtout de pallier à une certaine complexité de RxJS, les signaux, mais on continuera à les utiliser. Justement, par exemple, le differ qui fait des folies. Voilà, et puis ça reste quand même très utile, sachant qu'en fait, aussi tout l'écosystème Angular est depuis très longtemps basé sur les observables. On va, je pense, avoir de l'hybride pendant très longtemps, quoi. Ouais. Ok, merci. J'ai le temps peut-être pour une dernière question. Oui, merci. J'ai raté le début de la conf, désolé. Mais est-ce que tu as parlé que Misco a quitté le projet Angular pour lancer son nouveau framework Quick? Et si oui, est-ce que tu as un petit peu regardé ce que fait ce projet qui se veut un peu révolutionnaire dans l'approche en corrigeant des erreurs du passé? Alors, je vais être franc, Quick, j'en ai entendu parler, j'ai pas eu l'occasion de regarder. Je sais que Misco a quitté, que Igor aussi a quitté en 2016-2017 le projet. Voilà, en gros, on va dire les papas de tout ça sont plus chez Google. Voilà, chacun pour leur projet, leur side project qu'ils essayent de sortir. Pareil, un peu justement comme Tobias pour Webpack, il est en train de lancer TurboPack. Non, j'en ai pas parlé, mais merci de la précision. Et effectivement, avec Quick, il faudra que je prenne le temps, un de ces quatre, de regarder. Je crois qu'on a fini. Merci. Et merci à tous. Ouais.